ouais, ma copine, toi aussi. On dit que Las Vegas est la plus belle ville du monde. Toi, tu demandes et en Afrique. Est-ce que l'Afrique peut être parmi ce genre de choses? Jamais. Non, 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 non. Moi, je parle cache à ma femme. Une femme ne parle pas quand les hommes parlent. Si elle tente, je la tape correctement parce que je l'ai dotée. Comment ma copine, toi aussi. C'est comment depuis avec tes cheveux ébouriffés là? Tu ne peux pas défriser ça comme moi. Tu ne vois pas que c'est mieux comme ça. Tu es là avec les trucs, mais si tu n'es pas coiffé, c'est pas beau. Ah ah. Quoi? Oui, allô? Qui? Abiba. Elle veut me parler de quoi? Des mensonges en Afrique. Ah ok, j'arrive. Comme en Afrique, il y a même seulement les mensonges. Kapana yumshi, yum kapala atemut, a bum shalen yinama, a bum shankam nam nama, and diamantine, and shoot it do. Hey, 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 Namon, Wabangu Manapano, Unga Boyinamon, yeah. Une des phrases que vous avez tous certainement déjà entendues, vous l'avez deviné, c'est pour parler de 7 mensonges qui perdurent encore aujourd'hui dans nos sociétés africaines et c'est tout de suite. Le tout premier mensonge va beaucoup vous surprendre parce qu'il concerne l'école. Attention, je ne voudrais pas ici me livrer à une théorie selon laquelle l'école nous conditionne, l'école nous manipule, l'école devrait être abolie, non, mais je voudrais soulever le fait que beaucoup de personnes pensent encore que l'école serait le seul moyen de réussir. Il est bien vrai que l'école nous permet d'acquérir des connaissances sur à peu près toutes choses, nous forme à la discipline, nous permet d'avoir des amis et donc d'élargir notre capacité de sociabilité, mais à côté de cela, l'école présente également quelques inconvénients. Premièrement, l'école limite les talents, dans la mesure où l'école prend souvent beaucoup trop de place et empêche de se livrer parfois à d'autres activités et de développer d'autres capacités. Par exemple, le très savant, le cerveau le plus intelligent de la race humaine, Albert Einstein, n'a jamais réellement apprécié le rythme autoritaire, encombrant et même militaire de l'école. Deuxièmement, l'école choisit ce que nous devons apprendre. Il est bien vrai que parvenu à un certain niveau de notre formation, de notre parcours académique, il nous revient à nous de choisir notre spécialisation. Mais c'est toujours l'école qui détermine les programmes que nous devons suivre, les livres que nous devons lire, les auteurs dont nous devons nous inspirer et même les théories que nous devons apprendre. Cela ne tient pas compte de notre propre production intellectuelle, de notre propre conscience. Par contre, il y a la réalité de l'autodidactie, qui est le moyen par lequel un individu développe lui-même des capacités par rapport à une certaine ouverture. Par exemple, le très célèbre philosophe et économe Karl Marx était un autodidacte, il s'est formé tout seul. La très célèbre peintre Frida Kahlo s'est formée toute seule à l'art de la peinture et le très célèbre acteur, chanteur, compositeur, auteur, interprète, producteur, Gérard Depardieu s'est formé également tout seul. Photo Victor ou Françoise Foning sont des exemples de personnes qui ont réussi sans toujours aller à l'école. Il est donc important de comprendre que si votre enfant ne se retrouve pas vraiment dans la voie de l'école, ce n'est pas parce qu'il serait paresseux, ce n'est pas parce qu'il serait délinquant ou encore moins parce qu'on l'aurait attaché au village. Le deuxième mensonge est le fait de croire qu'avoir beaucoup d'enfants attire la pauvreté. C'est une pensée que j'aimerais déconstruire. Premièrement, lorsqu'on a beaucoup d'enfants, lorsqu'on est une famille nombreuse, on s'amuse beaucoup plus. Deuxièmement, lorsqu'on est nombreux, on est beaucoup moins stressé parce qu'on a toujours des personnes fiables et sincères pour nous soutenir. Troisièmement, lorsque nous sommes dans une famille nombreuse, on n'est jamais seul parce qu'on est toujours accompagné des membres de notre famille. Quatrièmement, lorsque nous sommes dans une famille nombreuse, les tâches sont très bien réparties, en commençant par les tâches ménagères. Et également, les enfants, pendant leur plus jeune âge, les aînés pourront veiller sur les cadets et quand ils seront plus âgés, eh bien, ils pourront vous soutenir par rapport à certaines de vos responsabilités vis-à-vis de vos enfants. Et enfin,
Lorsqu'on a beaucoup d'enfants, naturellement, on finit par avoir beaucoup de petits-enfants. Parce que oui, vous êtes jeune aujourd'hui, mais vous serez vieux demain. Et vos enfants qui seront des personnes adultes et des travailleurs ne pourront pas toujours être présents pour vous. Et ce sont leurs petits-enfants qui pourront vous assister. Je reçois très souvent quelques critiques par rapport à cette idée. La première est celle du travail. Il est bien vrai, il sera très compliqué au départ de prendre soin de ces enfants qui seront tout jeunes parce qu'il faudra les contrôler, les protéger, les accompagner, les nourrir, les soigner, les scolariser. Mais dites-vous que lorsqu'ils deviendront plus grands, vous pourrez enfin bénéficier du fruit de votre dur labeur. L'interrogation ultime est souvent de savoir, mais avec quoi va-t-on nourrir tous ces enfants? Et à moi de vous répondre que ces enfants seront nourris avec ce que les hommes qu'ils deviendront auront produit. Pour ceux qui continueront de rechigner face à ma proposition, il est impératif pour vous de savoir que l'Afrique, notre cher et beau continent, s'étale sur 30,3 millions de kilomètres carrés pour une population d'1,216 milliard d'habitants. Par contre, la Chine et l'Inde sont chacune armées d'une population d'1,5 milliard d'habitants, soit 3 milliards d'habitants sur 7,8 milliards d'habitants à l'échelle mondiale. Donc, l'Afrique ne possède qu'1,5 huitième de la population mondiale. Mais certainement, un habitant sur 3 est forcément chinois. Bien évidemment, Mao Tse-tung, père de la révolution chinoise, nous fait comprendre qu'un être humain, c'est certes une bouche à nourrir, mais surtout 2 bras pour travailler. Donc, peuplons l'Afrique pour son développement. Troisième mensonge. J'ai ouï dire qu'il y aurait beaucoup plus d'habitants en Afrique qu'il n'y a de ressources. Ah bon? Je reprends la Chine et l'Inde. La Chine s'étend sur un territoire de 9,3 millions de kilomètres carrés pour une population d'1,5 milliard d'habitants. L'Inde, quant à elle, s'étend sur 3,2 millions de kilomètres carrés pour 1,5 milliard d'habitants, soit 12,7 millions de kilomètres carrés pour 3 milliards d'habitants face à l'Afrique qui s'étend, comme je l'ai dit avant, sur 30,3 millions de kilomètres carrés pour 1,216 milliards d'habitants. Si je soustrais les 12,7 millions de kilomètres carrés de la Chine et l'Inde aux 30,3 millions de kilomètres carrés de l'Afrique, j'obtiens 17,6 millions de kilomètres carrés restants. L'Afrique a de quoi accueillir environ 4 milliards d'habitants en plus, et sachant que notre cher et beau continent est un véritable scandale géologique, il y aura donc toujours suffisamment de ressources pour répondre aux besoins de cette population. Le quatrième mensonge est malheureusement très répandu et très généralisant en Afrique. C'est le fait de croire que le beau, le bien, le correct ne peut venir que d'ailleurs. On s'est beaucoup appesanti sur la question de la peau, de la couleur de la peau, mais celle des cheveux demeure. Le cheveu crépus, c'est moche, c'est difficile à coiffer. Par contre, le cheveu lisse, c'est beau, c'est facile à coiffer. Ce serait le cheveu de la gloire. Et même avec le contexte de la Covid-19, on a pu observer que beaucoup d'Africains sont prêts à intégrer le fait que l'Africain, c'est-à-dire leur frère, peut se tromper lorsque l'Occidental, lui, est correct. Face à cela, je pourrais dire qu'il est peut-être temps d'apprécier la beauté en chaque chose. Pas la beauté de chaque chose, mais la beauté en chaque chose. Il est aussi nécessaire d'apprécier la beauté dans sa diversité. Par exemple, je ne peux pas me demander si Lupita Nyong'o ou Alec Wek sont des femmes magnifiques si je pense déjà à Kim Kardashian. Je vais forcément les trouver moches parce qu'elles sont complètement opposées. La deuxième chose est que le savoir est partout. Le savoir n'est pas la propriété d'une communauté. Je prendrai un exemple. Lors d'une discussion avec l'une de mes amies, nous avons eu à parler de ceci. Et elle m'a dit que ça s'appelait le safou. Moi, j'ai donné une autre dénomination. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit non, le blanc a donné ce nom-ci. Et c'est pas toi, Abiba, qui va venir dire que ça ne s'appelle pas comme ça. Seriously. En réalité, ça n'existe même pas.
en Europe. Est-ce que vous serez donc d'accord qu'ils viennent de chez eux nous dire comment nous devons appeler les choses de chez nous? Est-ce que vous pouvez m'imaginer débarquer un jour, peut-être en France, et leur dire « Ah non, ça c'est pas une fraise, c'est la cola de la pintade ». Le cinquième mensonge s'appuie sur le patriarcat, c'est-à-dire globalement la domination des hommes sur les femmes comme véritable tradition africaine et donc le féminisme comme un courant étranger venant balayer les traditions africaines. Mais que non, le patriarcat est un système intégré en Afrique pendant l'esclavage et la colonisation par les colons. Eh bien oui, les Européens venant de leur milieu hostile avec le froid et la faiblesse des ressources ont été forcés de développer l'idéologie de la domination du plus fort qu'ils ont inculquée au peuple africain pendant leur invasion. Suivant même le cheminement historique de l'histoire, l'Afrique a connu de nombreuses femmes détenant le pouvoir politique, le pouvoir stratégique, avec beaucoup de légitimité, c'est-à-dire qu'elles étaient reconnues, c'est-à-dire qu'elles étaient acceptées par leur peuple. Parmi ces femmes, je peux citer Hatshepsut d'Égypte, Kandake de Nubie, Sédon Hombé, général de l'armée du Dahomey, Nana Asmao, princesse prêtresse islamiste du Nigeria, et enfin la fabuleuse reine Zinga qui a longtemps repoussé l'invasion des colons en Angola. Donc, en réalité, il n'est pas africain de dire que les femmes ne peuvent pas gouverner, que les femmes ne devraient pas voter parce qu'elles sont émotives, que les femmes au sein de la police ne devraient pas détenir d'armes parce qu'elles sont impulsives, que les femmes ne doivent pas librement disposer de leurs biens. Aucune femme peut être librement battue par son mari parce que celui-ci l'a dotée et donc elle fait partie de ses biens, de son patrimoine. Ce n'est pas du tout africain. Le sixième mensonge est le fait de croire que les dictateurs et les longévistes au pouvoir n'existent qu'en Afrique. Eh bien, c'est une idée fausse parce que la dictature est un système politique observable à peu près partout à travers le globe. Viktor Orban, président de la Hollande, a été un dictateur. L'Arabie Saoudite est une dictature déguisée en monarchie. Kim Jong-un de Corée du Sud est un dictateur globalement reconnu. Et enfin, Alexandre Loukachenko de la Biélorussie est également un dictateur. Je profite pour expliquer en tant que politologue en formation à mes frères africains que la longévité au pouvoir n'est pas toujours un signe direct de dictature. Loin de moi l'intention de défendre nos gouvernements, mais même dans les démocraties européennes, on a des exemples de longévité au pouvoir tels que Angela Merkel et François Mitterrand. Mais vous me direz qu'ils ont certainement eu des mandats efficaces, mais néanmoins la longévité au pouvoir n'est pas toujours un signe de dictature dans la mesure où cela n'affecte pas directement les principes fondamentaux de la démocratie. À côté de cela, il est très important de savoir que les États africains ne sont pas des systèmes démocratiques, mais ce sont des États qui suivent un processus de construction vers la démocratie. Et c'est cette construction qui fait face à de nombreuses limites, notamment des limites d'ordre matériel et surtout des limites d'ordre humain. Par contre, les États que je viens de vous donner, les exemples que je viens de citer, sont des dictatures toutes faites. Alors le grand final de cette vidéo, le top du top, le chapeau. Moi, je l'ai découvert lors d'une séance de cours où un de mes condisciples a dit très librement que l'Afrique n'a rien à apporter à l'humanité. Aïe, 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 aïe. Non, non, ça va, c'est rien. Ouh. Non, c'est un de mes camarades, il a dit un truc là et ça m'a tapé un peu, je me suis cognée là. Donc non, ça va. L'Afrique n'a rien apporté et l'Afrique n'a rien à apporter à l'humanité. Grossière erreur. Car pendant longtemps, l'Afrique a été le foyer d'innombrables savoirs et surtout pendant l'Antiquité. Parce que même dans les sociétés grecques, pour être reconnu comme un savant, il fallait avoir effectué un stage en Égypte. Ça a été le cas de Pythagore, Thalès et même de Platon.
De façon plus actuelle, c'est le continent africain qui nous offre le très précieux coltan, c'est-à-dire la fusion entre les terres rares de la coltamine et de la tantaline. C'est un matériau qui nous permet d'obtenir aujourd'hui ces objets vulgaires que nous avons partout et que nous appelons smartphones, tablettes, ordinateurs, et ça se retrouve en République démocratique du Congo. Mais je m'en vais là vous laisser sur votre faim car cela fera l'objet d'une prochaine vidéo sur My Eyes Around the World. En attendant, je pars d'abord me masser parce que le gars là, aïe, oui, mais il m'a cogné mal, il m'a cassé le dos. Mais c'est pas